Alors, je me présente, je suis Hélène Bouchard, je suis conseillère à la gestion des études pour le vice-décanat aux études en réadaptation. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon collègue qui va vous faire un petit bye-bye. Alors, Thomas Mills. Thomas travaille également comme conseiller à la gestion des études avec moi. Nous avons la responsabilité, si on veut, tout le bon fonctionnement des différentes étapes de la gestion des études pour les programmes de physiothérapie, d'ergothérapie, ainsi que les deux maîtrises d'audiologie et d'orthophonie. Alors, ce matin, on a fait une première présentation pour orthophonie et audiologie, puis cet après-midi, on va se consacrer particulièrement au niveau de tout le processus d'admission principalement de ces deux programmes-là. Moi, j'ai le goût que ce soit un peu interactif, alors ce qui fait que si vous êtes à l'aise, ben, vous pouvez, dans le fond, activer votre micro puis poser une question. Des fois, ça peut être pertinent pour tout le monde de pouvoir entendre puis qu'on donne la réponse. Si vous êtes moins à l'aise, vous pouvez toujours écrire et Thomas va rester à l'affût des messages qui pourraient être écrits, puis je pourrais peut-être donner une réponse. Sinon, on va vous mettre, peut-être Thomas, avant que je l'oublie, l'adresse courriel de l'admission, si on veut, du secteur ou du volet admission. Alors, si vous avez vraiment quelque chose de très, très pointu, spécifique à votre situation et que vous souhaitez avoir une réponse plus complète que ce qui va être dit aujourd'hui, bien, à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Vous aurez juste à nous écrire, puis soit Thomas, moi ou une de nos collègues là, vont vraiment pouvoir vous répondre dans les meilleurs délais. Alors, Thomas vient juste de l'écrire dans le volet discussion, mais l'adresse est vraiment admission.rea, mais R-E-A, pas d'accent, @fmed pour faculté de médecine.ulaval.ca. Alors, c'est vraiment l'endroit pour avoir de l'information. Donc, je commence, je vous dirais peut-être est-ce qu'il y en a juste comme ça qui aimeraient que je démystifie un petit peu d'entrée de jeu ergothérapie versus physiothérapie? Hein? Je vois une main levée, je vois un oui, je vois Parce que souvent, c'est un peu ambigu. Quand on a les portes ouvertes en présentiel, c'est la question qui nous revient souvent ça fait quoi? Et je vous dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans le fond, à tort, croient que c'est très, très, très semblable et que c'est un peu comme la même chose, quand dans le fond, ce sont vraiment deux professions qui, oui, sont dans le secteur de la réadaptation physique, mais qui sont vraiment très distinctes. Quand on y va au niveau de la physiothérapie, la majorité des gens connaissent un physiothérapeute ou sont allés consulter un physiothérapeute, alors le savent davantage qu'est-ce qu'on peut faire en physiothérapie. La physiothérapie, c'est vraiment je dirais, dans un contexte plus cartésien, plus défini, précis, où est-ce qu'on va vraiment diagnostiquer une problématique, une ou des problématiques physiologiques de quelqu'un et on va vraiment faire une prescription d'exercice pour éviter les tensions, diminuer les tensions, faciliter le mouvement, etc. Alors, c'est la raison pour laquelle souvent, davantage, j'ai mal au poignet, bon, ben parfait, OK, si je touche ici, si je fais ça, si je fais telle chose, est-ce que... Donc, c'est une profession, inévitablement, où il y a, comment je pourrais dire, beaucoup de manipulation. Ça, je le mentionne parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, ben, je ne savais pas trop ». Quand on est une cohorte ensemble, dites-vous bien qu'à la fin de la formation, tout le monde s'est assez touché partout, tout le temps. Alors, je veux juste, comme vous le mentionnez, mais c'est vraiment très, très pratico-pratique. Quand on est dans l'ergothérapie, c'est davantage la science de l'occupation. Occupation égale toute activité qu'un être humain va faire. Comment est-ce que je peux adapter son quotidien afin qu'il soit, peut-être en fonction de sa nouvelle limitation,
mais capable maintenant de pouvoir obtenir une vie quasi normale. Alors, demain matin, on a quelqu'un qui se ramasse en fauteuil roulant puis qui ne pourra plus marcher. Bien, l'ergothérapeute, lui, son travail, ça va être de dire, écoute, comment on peut adapter ta cuisine pour que tu puisses encore cuisiner parce que tu aimais beaucoup ça cuisiner. Fait que comment tu vas pouvoir être capable de cuisiner? Comment tu vas être capable encore de conduire ton auto? Comment tu vas? Mais inutile de vous dire qu'il y a tout de même un certain niveau d'intervention et de relation d'aide, parce que ça ne veut pas dire que la personne qui est en fauteuil roulant est contente d'être en fauteuil roulant. Elle est peut-être en processus aussi d'adaptation et d'apprivoiser sa nouvelle situation. Alors, ce qui fait qu'on est un peu plus dans l'intervention quand on est en ergothérapie et on est plus dans un mode créatif. La création, l'imagination, de dire, ben, moi, il faut que je me rende à Paris. Ben, si je veux me rendre à Paris, il y a plein de chemins pour me rendre à Paris. Quels sont ces chemins-là? Tandis qu'en physiothérapie, on est plus dans une ligne droite. C'est ça, on prescrit comme ça, on organise ça. Alors, vous comprenez que quand on rencontre, nous, les étudiants, qu'on appelle des fois nos puristes physiothérapeutes, ils sont très cartésiens, ils savent où aller, leurs affaires et tout ça, tandis que nos ergothérapeutes ont une facilité à intervenir, à ce que ce soit un peu plus flou, à ce que ce soit... Fait que quand on a quelqu'un qui n'est pas dans le bon programme, rapidement, on s'en aperçoit. Parce que souvent, la personne va venir nous voir puis elle va nous le dire, il manque quelque chose. Là. Il manque ou encore, j'ai dit ça parce que là, je ne sais pas c'est quoi, c'est tout le temps oui, non, peut-être. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, ça oriente un peu les éléments. Fait que là, je vous en parle de manière très, 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 très macroscopique, mais vous pouvez voir quand même que c'est, oui, de la réadaptation, mais deux secteurs quand même très, très différents. Pour faire partie de ces deux professions-là qui sont membres d'un ordre professionnel, ça prend obligatoirement un baccalauréat, mais également la maîtrise pour être capable de pouvoir intégrer. Alors, nos étudiants qui entrent dans le cadre de nos programmes, ben, ils sont avec nous pendant 4 ans et demi de temps. On va faire, c'est vraiment 4 ans et demi où est-ce qu'au niveau du baccalauréat, c'est, je vous dirais, principalement automne et hiver qui sont à temps complet. Il y a des fois, il peut y avoir un stage qui se fait à l'été ou il y en a qui vont faire des cours à option pendant les concepts d'été, mais de manière générale, c'est surtout automne et hiver. C'est un programme de baccalauréat de 80. Ce sont des programmes de baccalauréat de 96 crédits. Et quand on arrive au niveau de la maîtrise, ben c'est une nouvelle demande d'admission au niveau du 2e cycle. Et la maîtrise, elle, en physiothérapie, Thomas, c'est 50 crédits, je pense? Ou ça? Ah oui, 50 crédits. 50 crédits, tandis que 48 en ergothérapie. Ce sont des maîtrises professionnelles, donc qui sont très, très accentuées vers le concept des stages. Ce n'est pas des maîtrises de rédaction de thèse ou de mémoire ou de choses comme ça. C'est vraiment très branché sur l'action. Les processus, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, c'est clair? Si je dis des affaires que vous ne comprenez rien, ben là, arrêtez-moi puis dites-moi là, parce que ça va être plate pour vous autres. Hein? Bonjour. Hein? Alors, ça, c'est la première étape. Le processus d'admission. Depuis, ces deux programmes-là sont vraiment chapeautés par des comités d'admission parce que ce sont des programmes qui sont contingentés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont intéressées à intégrer ces programmes. Alors, ce qui fait que le processus de sélection, ben, il est quand même présent et revisité plusieurs fois par année par un comité d'admission qui est là et qui évalue, cherche des moyens, toutes sortes de trucs pour faire en sorte de rendre l'admission le plus
juste et équitable et efficace possible pour recruter vraiment les bonnes personnes pour faire la profession ou comme tel le travail. Alors, dans le cadre, ce que je vais vous dire actuellement, c'est beaucoup dans l'ici maintenant pour l'admission 2021. Parce que vous comprendrez que, considérant le fait qu'on est constamment en train de revoir, de revisiter, puis de s'assurer que tout est correct, ben peut-être que dans 3 ans, le processus sera différent un peu. Donc, ça va être important d'aller vérifier annuellement quels sont les critères, mais actuellement, qu'est-ce qu'il y en est. Alors, cette année, en 2021, je m'excuse, oui, c'est ça. Pour la mission 2021, là, on est en plein dans le processus d'admission. Actuellement, je dis qu'on est en plein dans le processus d'admission parce que dans le cadre de l'admission dans les programmes, il y a différents contingents pour pouvoir être admis. Alors, on a des gens qui proviennent directement du collégial. Eux n'ont pas de cours, pas du tout universitaires de fait et arrivent et sortent du cégep avec des formations souvent en sciences de la nature, en sciences lettres et arts, parfois aussi, des fois en technique de réadaptation physique pour les gens c'est plus ça, maintenant c'est technique de physiothérapie, mais on les appelle encore nos TRP. Alors, c'est toutes sortes de formations comme telles. Alors, on a nos gens comme ça et cette clientèle-là, c'est le 1er mars qui est la date limite d'admission. On a nos candidats universitaires. Un candidat universitaire est quelqu'un qui a commencé un cheminement dans un programme, mais qui est en changement de programme et qui veut intégrer soit ergo ou soit physiothérapie. Et ça, au fil des années, il y a eu quand même des changements importants. Pour l'admission 2021, donc pour septembre prochain, la date limite pour pouvoir faire une demande d'admission pour ce contingent-là, les universitaires en changement de programme, c'était le 1er novembre. Alors, vous comprendrez que quelqu'un, si parmi vous, soit vous ou quelqu'un que vous connaissez est dans cette situation-là, ben, malheureusement, pour 2021, il est trop tard. Alors, il faut juste envisager le tout et se dire, pour le 1er novembre 2021, ça va être la date limite pour l'admission de 2022. Et pour pouvoir intégrer le programme cette année, ce qu'il fallait absolument, c'est qu'un candidat universitaire pour être éligible à ce qu'on analyse son dossier devait avoir au moins 30 crédits acquis dans un programme. Quand on dit 30 crédits acquis dans un programme, on le sait qu'actuellement, avec la pandémie, les universités, tout ça, ont mis beaucoup des activités qui étaient en succès ou en échec ou des choses comme ça. Ça compte, ça. Ce sont des cours qui sont contributoires au programme dans lequel vous étiez. Quand vient le temps, par la suite, de calculer les cotes de rendement universitaire, ben, ces cours-là, ils ne sont pas pris en compte parce qu'on les a réussis ou on les a échoués. Alors, il y a pas, c'est comme un stage, par exemple. Souvent, les stages, c'est comme ça qu'ils vont être attribués. Mais pour dire, est-ce que j'ai le nombre de crédits dans le programme? Oui, ça, il n'y a aucun problème. On se fait souvent poser la question, alors c'est pour ça que je vous rassure là-dedans. Alors, pour l'admission 2021, c'était l'élément de base. Pour l'admission 2022, donc, ce qui s'en vient, en tout cas d'ici le 1er novembre, quand les gens vont faire leur demande, ce sera 60 crédits dans le programme. Alors, 60 crédits, ça veut presque dire que quelqu'un est en 3e année d'un baccalauréat qui a déjà comme tel commencé. Si des fois vous vous questionnez à dire est-ce qu'il y a un baccalauréat qui est meilleur qu'un autre? Est-ce qu'il y a un programme vraiment comme tel qui est meilleur qu'un autre? La réponse est non.
La réponse est non. On le sait très bien que les gens, souvent, qui veulent intégrer les programmes dans le domaine de la santé, sont au fait des indices de force dans les programmes et savent que, si je commence, mettons, en ergo, puis qu'après ça, je veux changer en physio, ça va peut-être être plus facile, puis ça va... Oui, mais peut-être non. Il y a des gens, et personnellement, j'en ai vu des personnes se faire prendre un peu comme dans un piège à souris, à dire j'entre dans le programme, par exemple en ergothérapie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça a quand même deux philosophies d'intervention différentes. Et là, la personne de commencer en ergothérapie en se disant, regarde, je vais aller monter mes résultats scolaires, puis après, je vais rentrer en physio. Mais finalement, les résultats scolaires, soit qu'ils restent comme ça ou qu'ils font un peu ça. Et là, la personne, au lieu de s'aider, vous comprenez qu'elle est en train de se nuire. Et comme physiothérapie est très contingentée, finalement, elle est comme prise au piège, parce qu'elle se dit, finalement, je ne voulais pas faire ce travail-là, moi. Fait que qu'est-ce que je fais maintenant? C'est la raison pour laquelle, moi, je vous invite fortement à bien réfléchir à votre plan B. Tout le monde, peut-être que parmi vous, il y a des gens même qui pensent faire partie ou intégrer nos programmes dans le but d'augmenter leurs résultats pour même aller peut-être en pharmacie ou en médecine. C'est malheureux, mais c'est malheureux pour nous, mais en même temps, on le sait que ça peut quand même être une réalité. Mais envisagez beaucoup votre choix professionnel de baccalauréat dans un contexte de plan B. Parce que si éventuellement, et c'est pas pour rien que les programmes font ça maintenant dans les universités, de dire ça prend tant de crédits, 75 crédits, 60 crédits, on a trop vu par le passé des gens être une année dans un programme, une année dans un autre, 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 puis des fois être 3, 4 ans sur les bancs d'école sans avoir aucune formation, puis finalement, le plan A, il ne fonctionne pas plus. Alors là, d'arriver et de dire, j'ai fait tout ça, mais ça ne me donne pas grand-chose. Donc, prenez le temps de bien réfléchir, puis c'est pour ça que ça m'amène à dire que si pour vous, vous vous dites, moi, là, j'aimerais ça être physio, j'aimerais ça, c'est incroyable comment j'aimerais ça. Depuis toujours, je rêve à ça. Mais, qu'est-ce que j'envisage ou qu'est-ce que je regarde? Et que finalement, vous pensez à, je ne sais pas moi, kinésiologie, parce que vous dites, c'est quand même la science du mouvement, puis l'activité physique, puis bon, et tout ça. Vous êtes peut-être mieux d'aller en kinésiologie, d'aimer ça et de performer davantage et d'être davantage motivé à performer pour éventuellement venir faire une formation en physiothérapie que de faire quelque chose dans un domaine, je ne sais pas moi, sciences biomédicales, puis que ça ne vous donnera pas nécessairement toute la motivation et tout ce que vous allez vraiment vouloir faire. Fait que c'est très important. Ça va? C'était mon petit côté Mère Teresa là, que je voulais absolument vous dire comme tel. Alors donc, fait que c'est ça. Fait qu'au niveau de nos contingents, on a notre collégial qui est le 1er mars, on a notre contingent universitaire qui est le 1er novembre. On a également d'autres contingents vraiment comme tels, comme en physiothérapie. On a un contingent, ça veut dire un groupe d'individus qui sont comparés entre eux. Je parle entre autres de ceux qui sont techniciens en physiothérapie. Alors, les diplômés, ceux qui font le travail de technicien, on a vraiment... Thomas, c'est 10 ou 12 places? Je pense que c'est... C'était 12 places. C'est 12. Alors, on a 12 places annuellement où on va vraiment admettre spécifiquement des gens qui sont techniciens en physiothérapie pour pouvoir intégrer comme tel le programme. Alors, fait que c'est pour ça. On a vraiment différents volets là, au niveau, mais je vais vous inviter vraiment à aller consulter. Si vous dites, moi, je pense que je suis dans une situation un peu particulière, vous pourriez vraiment aller voir sur notre site Internet puis aller vérifier si vous avez quelque chose de spécifique comme tel à faire.
Ça va jusqu'à maintenant? Excellent. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai une petite question. Oui. Je vous explique mon cas. Je suis étudiante en France et du coup, j'ai entamé une première année universitaire. Oui. Et est-ce que du coup, ça compte pareil que pour vous, par exemple, du coup, j'aurais dû faire en 1er novembre ma demande d'admission? Vous allez devoir, même si les candidats qu'on appelle pour nous la clientèle d'étudiants étrangers, c'est le même type comment je pourrais dire, de critères de sélection, si on veut. Alors, pour les Européens, vous avez une licence et souvent, le diplôme de licence correspond à notre baccalauréat à nous, ici au Québec. Alors, à partir du moment où vous allez avoir au moins 60 crédits de fait dans un programme de licence, bien, vous pourriez faire une demande d'admission en ergothérapie ou en physiothérapie pour 2022. Et votre dossier va être traité et analysé vraiment comme tel. Mais supposons que vous venez tout juste de commencer un programme, bien, malheureusement, votre candidature ne sera pas retenue. Ah, mais c'est juste parce que j'ai pas le bon nombre de CTS, c'est pas parce que j'ai fait ma première année universitaire. Oui, mais étant donné, quand des fois, supposons que si je prends votre exemple à vous, là, c'est sûr et certain qu'on ne fait pas d'analyse de dossier très, très, très spécifique avant les périodes d'admission parce que vous comprendrez qu'on serait toujours en train d'analyser le dossier de tout le monde. Mais comme votre question reste quand même un peu générale, moi, je vous propose d'écrire à l'adresse admission on a donnée tout à l'heure, là, qui est dans l'onglet la bulle discussion. Oui. Alors, puis écrivez-nous précisément, puis à ce moment-là, on pourra vraiment, ça va être soit moi ou Thomas ou quelqu'un de notre équipe, mais on va vraiment pouvoir aller spécifiquement donner de l'information. D'accord. Et juste dernière question. Oui. C'est pas possible que je fasse comme si j'avais pas fait d'année universitaire et que je comptabilise que mon baccalauréat français. Quand vous avez vraiment des études universitaires, malheureusement, quand on est un universitaire, on est un universitaire. On peut pas nous faire en sorte que la personne elle l'est pas. Alors, ce qui fait que quand on commence des études à l'université, que ce soit même via les études libres, que ce soit même via les cours compensateurs pour aller chercher des préalables en chimie, en physique, des choses comme ça, vous avez intégré l'université, même si c'était pour un cours, alors vous êtes vraiment en fonction de la date limite, c'est vraiment le 1er novembre. Une fois que l'analyse se fait, là, le comité va analyser à dire est-ce que la personne a suffisamment de crédits acquis en fonction des différentes dates ou moments pour qu'on la laisse dans la catégorie universitaire ou on la transfère dans la catégorie collégiale parce que son cursus fait en sorte que ça pourrait être uniquement du collégial, par exemple, parce que c'était juste un cours de physique optique de niveau collégial qui est venu faire à l'université. Alors, c'est vraiment de l'analyse cas par cas, dossier par dossier. Mais dès qu'on a commencé à faire des cours dans une université, pensez au 1er novembre. Puis si vous oubliez tout ça, puis vous ne vous souvenez plus de rien, là, ben, à la limite, pensez toujours au 1er novembre. Moi, je me dis, à la limite, vous serez plus tôt que d'arriver trop tard puis que vous dites « Oh non, flûte, je ne le savais pas ». Si vous êtes le premier, ben à la limite, votre dossier, il va juste être repoussé puis il va être analysé plus tard. D'accord, merci. Ça va? Est-ce que j'avais d'autres questions pour l'instant? Oui, moi, j'en aurais une. Oui. Oui, donc vous avez abordé les 60 crédits là, qui doivent être complétés dans le programme pour faire une admission quand on fait un changement. Là, moi, je suis dans une situation un peu particulière dans le sens où je suis en train de compléter une maîtrise, mais je songe à me réorienter complètement. C'est que j'ai déjà un bac. Ouais. Je vais probablement devoir utiliser un autre programme tremplin avant de faire une demande en ergothérapie. Mais je me demandais, est-ce que je dois avoir 60 crédits de compléter dans le programme que j'utilise comme tremplin ou juste le fait que j'ai déjà un bac, ça convient? Vous avez déjà un bac, c'est parfait. OK, parfait, merci. Oui, à partir du moment où vous avez déjà
votre formation universitaire, là, il n'y a vraiment il y a aucun problème. Excellent. Alors, Merci. si pour une raison quelconque, là, vous avez besoin d'aller chercher une autre formation, c'est juste du surplus universitaire, mais sans problème. Parfait. Ça va pour ça? Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant? OK, on continue. Alors donc, ça veut dire que là, comme on vient d'aborder, on a vraiment le respect de nos fameuses dates. Outre les dates d'admission qu'il faut respecter, il y a également dans les processus d'admission en ergothérapie et en physiothérapie le test de jugement situationnel qu'on appelle CASPER. Alors, le CASPER, de plus en plus de personnes le connaissent ou même l'ont déjà fait. Mais si vous avez déjà fait le CASPER l'année dernière ou l'autre année d'avant, dites-vous bien que le CASPER est un test que vous devez faire annuellement. Vous n'avez pas le choix, on ne peut pas aller chercher vos résultats d'il y a 1 an, il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Vous devez refaire le CASPER. Et quand vous allez sur le site Internet de la faculté de médecine, puis c'est pour ça que je vais vraiment en parler tout de suite. Quand on va sur le site de l'Université Laval et qu'on clique, par exemple, baccalauréat en ergothérapie, oui, il y a de l'information, puis on a la structure du programme et tout, c'est bien, mais pour avoir les détails précis en lien avec l'admission, allez sur le site de la faculté de médecine de l'Université Laval. Et sur le site de la faculté, là, vous allez pouvoir aller choisir le programme que vous convoitez. Alors, si c'est ergothérapie, vous allez ergothérapie et il y a un onglet admission et tous les éléments que vous devez tenir en compte là, pour l'admission, toutes les dates, peu importe, ça va vraiment être indiqué à l'intérieur. Ça va? Alors, c'est ça. À l'intérieur de ça, vous avez les liens pour pouvoir aller faire le CASPER. Si vous êtes collégien, vous pouvez encore vraiment, et c'est bien, Thomas vient de mettre les liens. Si jamais vous voulez vraiment aller, vous pourrez aller cliquer directement dessus. Mais avec le CASPER, si vous êtes collégien, vous pouvez encore faire le CASPER. Il reste peut-être une date ou 2 d'examen possible pour pouvoir faire l'examen. Pour ceux qui étaient universitaires, vraiment la date limite était le 5 novembre, si je ne m'abuse, alors ce qui fait en sorte que pour nos universitaires, ça va à l'année prochaine. Pour avoir l'information, comme je vous disais, étant donné que ça peut bouger d'une année à l'autre, nous, nos sites Internet, avec les comités d'admission, on s'organise toujours pour que l'information soit le plus exacte possible pour la nouvelle année en septembre-octobre. Alors, au courant du mois de septembre-octobre, vous pourrez aller visiter à nouveau les sites pour voir est-ce qu'il y a eu des changements, est-ce qu'il y a de nouvelles dates, de nouvelles choses vraiment comme telles. Et là, vous allez avoir les dates 2021-2022 pour les tests CASPER, pour tous les différents éléments. J'ai une question pour vous. Oui. Est-ce que pour aller faire le test CASPER, il faut avoir fait sa demande d'admission avant ou si on peut aller faire le test CASPER puis ensuite aller faire la demande d'admission? Ça, c'est une bonne question, mais ce que je sais par contre, je pense, parce que le test CASPER, c'est vraiment une compagnie indépendante de l'Université Laval là, qui gère le test CASPER. Honnêtement, je pense que vous êtes capable de pouvoir faire le test CASPER avant. Puis une fois que vous avez fait le test CASPER, supposons que là, vous dites « Ah, je fais une demande d'admission à l'Université Laval, mais un autre à l'Université de Montréal pour tel programme, puis un autre à… » vous pouvez retourner et là, bonifier, envoyez-le à l'Université de Montréal dans tel programme, envoyez-le à l'Université Laval dans tel programme. Alors, ce qui fait en sorte que nous, au bout, les universités, on voit des fois des gens qui ont fait le test CASPER, mais qui ne nous ont pas acheminé le résultat. Fait qu'on se dit, ils ont changé d'idée. Ils ont fait le test, mais ils n'ont pas voulu l'envoyer pour notre programme. Donc, pas plus compliqué que ça. Mais ce qui est important, c'est que c'est vraiment 2 choses séparées. Là. Alors, ce qui fait que… Puis votre demande d'admission, je vous dirais à quelque part,
Ça se fait en ligne, hein? Alors vous pouvez faire vraiment votre demande d'admission rapidement. Vos relevés de notes et vos choses, vous les envoyez ultérieurement. Ce n'est pas obligé de faire votre demande puis d'avoir votre relevé de notes là, précis. Alors, ce qui fait que quand votre demande est faite puis vous faites votre test Casper, je trouve que c'est peut-être la logique dans l'ordre comme tel qui peut être fait. Mais autrement sur le dit, site Casper... Pardon? Autrement dit, il n'y a pas de désavantage, admettons, à faire la demande d'admission. Si c'est quelqu'un qui est au cégep, de faire la demande d'admission en décembre ou en janvier, même si c'est pour le 1er mars, pour après ça avoir le temps d'aller faire le test. Bon. Aucun problème, absolument pas. Aucun problème. Quand on prend, par exemple, des gens, tantôt on parlait au niveau des candidats étudiants étrangers, quand on doit attendre après des visas d'études puis des choses, il y a des fois qu'il faut qu'on le fasse très longtemps d'avance, plusieurs sessions d'avance, notre demande d'admission, pour que toute la paperasse administrative puisse se faire. Fait qu'il n'y a absolument aucun problème. Quelqu'un du collégial peut faire sa demande au courant de l'automne, puis faire son test Casper comme par après. Aucun problème. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va pour l'instant? Les activités, Thomas, tu ne te gênes pas, hein, si j'oublie des choses, tu le dis. Les activités préalables, quand vous allez sur le site, toujours sur le site Internet je parlais tout à l'heure, tout dépendant de la formation collégiale que quelqu'un va détenir à la base. C'est sûr que dans le cadre de nos programmes, je ne vous cacherai pas que la majorité des gens ont soit des sciences de la santé ou des sciences en sciences lettres et arts au niveau de la formation au niveau du collégial. Mais il arrive aussi, comme je vous dis, des gens qui ont d'autres formations. Ce qui est important, c'est d'aller vérifier sur le site, dans l'onglet admission, et de vérifier les préalables. Est-ce que, en fonction de la formation que j'ai au collégial, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Parce que quand on regarde, il y a 2 cours de biologie. Là, je vais de mémoire, mais il y aurait 2 cours de biologie. Il y a 3 mathématiques, il y a 3 physiques, puis 2 chimie, si je ne me trompe pas. Alors, ce qui fait en sorte que quand on a fait sciences, lettres et arts, normalement, on a fait tous ces cours-là, puis tout est correct. Mais si on a fait une autre formation, on a des gens, par exemple, qui ont fait des sciences humaines, mais quand ces gens-là arrivent, de la physique, eux, en ont jamais fait, ou de la biologie, ils n'en ont pas fait. Alors, les cours préalables doivent être faits et réussis avant le 1er jour de classe, donc au 1er septembre. Alors, si quelqu'un a fait sa demande d'admission actuellement, là, est en cours pour 2021, même s'il y a un cours d'été au courant de la prochaine année, là, puis il y a un cours d'été où il va aller faire un cours de chimie, l'important, c'est que son cours soit vraiment fait et qu'il soit vraiment juste sur la limite d'obtenir vraiment son résultat ou la finalité. Ça va? Mais on ne peut pas faire le programme de physiothérapie ou d'ergothérapie et pendant la première année, faire en même temps des cours préalables. Il faut les avoir avant. Ça va pour ce volet-là aussi? Parfait. Dans le processus, donc, on a l'analyse du dossier. On regarde est-ce que les dates sont bien respectées en fonction des catégories de candidats. On a la vérification, est-ce que les tests de Casper ont été faits. Et quand tout ça est vraiment fait, bien entendu, à certaines dates butoirs comme telles, on va prendre le tout, c'est-à-dire qu'on va prendre les résultats scolaires, le calcul qui va avoir été fait du dossier scolaire. Quand c'est les collégiens, c'est pas compliqué, c'est la cote de rendement collégiale. Alors, la cote de rendement collégiale plus le Casper. La cote de rendement collégial va compter pour 70% du score final et 30% pour le Casper. Alors, tout ça mis ensemble, ça donne un résultat sur 100. Pour nos universitaires qui sont en changement de programme, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on analyse le dossier, puis là, on se dit, OK, qu'est-ce qu'il y a comme bagage universitaire? Alors, toutes les formations universitaires
que quelqu'un a fait soit dans le cadre d'un certificat ou dans le cadre d'un baccalauréat. Si vous avez fait des études libres, si vous avez fait des cours compensateurs, si vous avez été étudiant visiteur dans une institution quelconque, ces résultats-là ne seront pas contributoires pour faire une cote de rendement universitaire. Ça va? Fait que c'est vraiment ceux qui sont dans le cadre d'un certificat ou d'un baccalauréat, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le nombre de crédits. On pense ça, nous, dans des systèmes incroyables parce qu'on ne les calcule pas à la main, là, faites-vous-en pas. Tout est vraiment analysé et ça va donner une cote de rendement universitaire. Pour savoir si votre collégial compte encore, normalement, il faut faire une multiplication par 2. Alors, si j'ai 30 crédits universitaires de contributoires à ma moyenne, calculée actuellement, bien, 30 fois 2, ça fait 60. Alors, ça veut dire que mon dossier universitaire compte pour 60 %. Puis, j'aurai encore un petit 40 % de mon collégial qui va être pris en compte dans mes résultats scolaires. Si j'ai 50 crédits d'acquis, alors quand on disait pour l'admission 2022, ça va être 60 crédits dans le programme, alors il est fort à parier que vous allez déjà avoir beaucoup de crédits d'acquis. Alors quand on a plusieurs crédits comme ça, quand on fait 50 fois 2, ça fait 100. Donc 100 % du dossier, à ce moment-là, ne sera qu'universitaire, puis ça va être, votre cote de rendement universitaire va être uniquement à partir de cours du collégial, de l'université. Et votre collégial ne sera plus pris en compte. Ça va? Si vous avez fait une maîtrise, si vous avez fait une maîtrise comme on la connaît, mais un doctorat aussi, un doctorat en recherche et non pas un doctorat de pharmacie ou de médecine, ces diplômes-là, ces 2 programmes-là, ces 2 volets-là ne seront pas contributoires à votre cote de rendement universitaire. Par contre, il y a des bonus qui sont accordés. Alors, les gens qui ont un baccalauréat en poche obtenu, où on est capable de voir diplôme obtenu, vous avez 0,5 %. Pas pour cent, 0,5 d'additionner sur votre cote de rendement universitaire. Si vous avez une maîtrise acquis, alors diplôme obtenu, maîtrise, il y a un 0,5 également qui vous est accordé. Et quelqu'un qui aurait même un doctorat de 3e cycle, un doctorat en recherche, à ce moment-là, la personne aurait 1 point additionnel. Fait que ça vous donne une idée que ça peut permettre à quelqu'un qui, en plus d'avoir peut-être une bonne cote de rendement universitaire, d'avoir des bonifications qui font en sorte que dans la liste d'excellence, la personne se donne une chance puis peut augmenter encore plus. Thomas, je pense que j'ai des questions qui apparaissent en bas. Je te laisse peut-être juste les regarder puis tu vas pouvoir nous revenir. Je suis présentement aussi en chat avec des gens sur la plateforme. OK, parfait. Mais donc, si tu veux nous arrêter, moi, je vais continuer un peu blabla, mais par la suite, tu pourras peut-être revenir là-dessus. Oui, je vais regarder après. Je suis sur Zendesk présentement, mais si jamais on n'est pas capable de répondre à toutes vos questions, je vais faire la passe après, mais vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse courriel que j'ai partagée avant. Excellent. Alors, moi, je vais continuer un peu, puis je reviendrai tout à l'heure vraiment avec les questions. Ça vous convient? Donc, ce qui fait en sorte que la liste d'excellence finale, le score final, qui va permettre de dire qui sera admis et qui ne sera pas admis, c'est 70 % des résultats scolaires, la cote de rendement collégial ou la cote de rendement universitaire et 30 % du résultat du CASPER. Et par la suite, il y a donc une liste d'excellence qui est faite et bien entendu qu'on va admettre et on admet les gens au prorata du nombre de demandes. Alors, ce qui fait que si une année, il y a 50 % de nos candidats qui sont en changement de programme universitaire, puis 50 % de collégiens,
si on admet 100 personnes, vous comprenez qu'on ferait 50 offres à des collégiens puis 50 offres à des universitaires. Alors, on y va vraiment au prorata au niveau du nombre de demandes. On se fait souvent demander, c'est quoi la cote en R, la minimale que ça prend pour rentrer dans le programme? Je ne sais pas quoi répondre à ça, honnêtement. Parce que quand on avait uniquement les cotes, même la cote de rendement universitaire ou la cote de rendement collégial pour admettre quelqu'un, là, on pouvait le dire parce que ce qui comptait seulement, c'était ça. Mais là, quand on a un 30 % qui vient d'un outil qui s'appelle Casper, comprenez-vous qu'on peut avoir quelqu'un qui a une cote R, par exemple, de 39. C'est quelqu'un qui est une sommité dans le domaine, wow, génial. Mais quand la personne a fait l'examen de jugement situationnel, elle peut très bien aller diminuer ses résultats et faire en sorte que, oups, ça la baisse dans l'échelle d'excellence. Comme on peut avoir l'inverse, quelqu'un qui a des résultats peut-être de, je ne sais pas moi, une cote R de 31, 31,5, mais qui finalement va faire un test Casper très, très fort, puis ça peut la monter aussi. Alors, c'est extrêmement difficile pour nous de pouvoir vous dire qui, pourquoi, quand, comment. Alors, c'est pour ça que je vous dis que ça reste des programmes qui sont très contingentés, ça reste des programmes où l'excellence, on ne se le cachera pas, l'excellence est là, mais ce n'est pas parce que vous avez une cote R ou une cote de rendement universitaire de 30, de 30,5, où vous dites « Ah non, c'est sûr que je ne l'aurai pas, c'est sûr que je ne rentrerai pas ». Il faut déposer votre dossier de candidature, puis ça vous permet de voir aussi même comment vous vous positionnez dans la liste d'excellence. Parce que si vous avez la réponse et que vous êtes dans la liste d'attente, puis que vous êtes 20e peut-être dans la liste d'attente, ça vous donne une idée que c'était peut-être pas si catastrophique que ça, votre affaire. Si vous êtes refusé sur le champ, puis qu'il y avait quand même une liste importante, une liste d'attente, ça vous permet peut-être de dire c'était soit mes résultats scolaires ou soit mon Casper où je me suis cassé la marboulette, là, mais il y a eu quelque chose vraiment comme tel à voir là-dedans. Puis il ne faut jamais oublier non plus qu'annuellement, vous êtes en compétition avec des gens que vous ne connaissez pas, qui sont constamment, qui peuvent être très différents. Alors, fait que c'est plate, hein? Je ne peux pas répondre à votre question. Je sens que ça brûlait peut-être vos lèvres à savoir exactement, mais ça va être difficile. J'aurais une question sur ce que vous venez de mentionner. Dans le fond, si je comprends bien, puisque j'ai regardé déjà des programmes, puis il y a plusieurs programmes qui vont avoir une cote seuil, puis si les étudiants n'ont pas cette cote-là, ils n'ont pas accès au Casper. Oui. Mais dans le fond, tous les étudiants qui vont faire une demande d'admission vont avoir accès au Casper, puis ensuite, vous allez vraiment OK, c'est bon. Tout à fait. Alors, même quelqu'un qui aurait un dossier universitaire ou même un dossier collégial complètement pourri, quelqu'un qui n'était vraiment pas avec de bons résultats, la personne va aller faire le Casper. On va analyser son dossier. C'est sûr qu'elle va être probablement dans le bas de la liste d'excellence, cette personne-là, parce qu'il y avait quand même 70 % du dossier des études qui comptent, mais en même temps, on a analysé son dossier. Quelqu'un qui est plus flush, si on veut, si elle performe mieux au Casper, elle pourrait quand même avoir des chances. Tout à fait. Parfait. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'instant? Moi, j'avais une question. Oui. Les derniers candidats là, qui sont acceptés parce qu'il y en a qui doivent faire des demandes à plusieurs universités ou dans plusieurs demandes, plusieurs programmes. Ça va jusqu'à quand avant? De façon générale, là, est-ce qu'au mois de juin, toutes vos places sont comblées ou il peut arriver qu'il y en a il y a des offres d'admission qui ont lieu au mois d'août ou au mois... Jusqu'à la première semaine.
Okay. Après la première semaine, normalement, là, 4-5 septembre, le vendredi avant je vous dirais, souvent, ça va être la fête du travail après là, qui s'en vient ou qui est vraiment. Mais on va vraiment jusqu'à la toute dernière seconde. Puis c'est sûr que plus l'été va avancer, ben, c'est une chaîne. Hein? Il y a des gens qui font une demande dans notre programme, mais qui peuvent faire une demande dans quelque chose d'autre ailleurs, sont admis ailleurs, disent non chez nous. Là, ça fait oups, puis tiens, comme ça va vraiment jouer. Alors, c'est important, même si vous êtes sur la liste d'attente, de vérifier comme tel très régulièrement tout au long de l'été, puis pas vous décourager, parce que ça se peut qu'une semaine, on fasse pas vraiment d'offres parce que ça n'a pas bougé, puis l'autre semaine d'après, oups, ça bouge, puis là, alors nous, on n'a pas de contrôle non plus vraiment comme tel, mais tout l'été au complet, puis quand on arrive vraiment à la toute dernière seconde, là, je vous dirais fin août, ben, ça arrive même des fois qu'on va prendre le téléphone parce que là, les délais pour répondre, c'est rapide. Fait qu'on va appeler puis on va dire, on aura une place pour vous. Est-ce que vous acceptez oui ou non? Puis, est-ce que l'étudiant, c'est sur mon portail, j'imagine qu'il retrouve son information. Puis, est-ce que l'étudiant, il connaît sa position dans la liste d'attente ou dans… OK, c'est précisé, là. Oui. La liste d'attente, la personne le sait et nous, à chaque fois qu'on va faire des offres, on remet à jour. On remet à jour la liste d'attente parce qu'il y a des gens aussi qui vont faire des désistements pendant l'été, qui vont se dire, ah ben finalement, j'ai été admis ailleurs, j'étais sur la liste d'attente, mais j'ai été admis ailleurs ou peu importe, alors qu'ils vont se désister. Donc, la liste d'attente, on peut avoir fait 2 offres, mais finalement que la personne elle monte de 5 places parce qu'il y a eu des désistements à travers ça. Fait que c'est vraiment vérifié. Dernière question. En ce moment, l'entrevue ne fait pas du tout partie du processus pour ces 2 programmes-là. Pas du tout. Pas du tout. Non. Merci. C'est vraiment résultat scolaire Casper. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Je me demandais comment la cote universitaire était calculée, grosso modo. Ça, là, c'est la question. Moi, là, ce que je vous invite vraiment à faire, je sais qu'il y a des gens qui vont aller la calculer. Vous pouvez aller sur Google, par exemple, puis calcul de la cote de rendement, Université Laval et tout ça. On va vous amener à l'endroit où est-ce qu'il y a le super gros calcul mathématique. Mais honnêtement, nous autres, tout est fait vraiment avec des systèmes informatiques puis le calcul. Mais tu sais, ça dépend de l'indice de force du programme, de l'année quand le cours a été fait, de combien de crédits, le résultat était de combien, la moyenne des gens de cette année-là qui ont fait ce cours-là est de combien de alouettes. Là. Il y a plein de choses. Fait que alors, ce qui fait que c'est un peu comme quand des fois on parle de la code Z ou au niveau du collégial, ça devient un peu difficile à pouvoir calculer, donc c'est vraiment la même chose. Mais vous pouvez quand même aller vérifier, c'est accessible. Oui, Thomas? Helen, certains gens ont demandé ici, mais aussi sur Zendesk, si ce serait possible d'avoir une copie de l'enregistrement de cette présentation. Oui, ça va être. Oui, ça va être oui, ça va être là, puis ça va être accessible sur. Je pense que c'est sur YouTube ou peu importe, là, les portes ouvertes vont rendre ça disponible. C'est pour ça que l'enregistrement se fait actuellement. Parfait, merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce que je veux vous… Oui, j'aurais peut-être une dernière question. Vous dites que c'est pas possible de connaître la cotère ou la crue là, qui sont à chaque année. Je comprends tout à fait. Mais est-ce que c'est possible à quelque part d'avoir accès à la dernière? Je sais que pour les cotères, on a tout le temps accès à la dernière cotère qui a été admise, mais pour la cote de rendement universitaire, je n'ai jamais réussi à trouver l'information. Est-ce que tu as quelque part cette information-là? Normalement, on les met sur nos sites Internet. Mais comme je vous dis, c'est parce que ça dépend
toujours aussi du moment. Il y a le bureau du recrutement, il y a le bureau du registraire, il y a différentes portes d'entrée. Puis il y a certaines données, des fois, où est-ce que l'information qui va vous être communiquée, c'est l'information au 1er mai, par exemple. La première vague d'offres qu'on a fait, quelle est la plus basse cote qu'il y avait à ce moment-là. Puis il y a d'autres informations à d'autres endroits où ça va être une information du mois d'août. Ou du mois de septembre, à dire la dernière personne qui a été admise, c'est quoi le résultat? Alors, c'est pour ça que des fois, ça peut être un peu variant d'un endroit comme tel à l'autre, mais normalement, sur le site, c'est pas nécessairement facile à trouver, là, je suis d'accord avec vous, mais sur nos sites Internet, dans les volets admission, cachés très, très loin, normalement, les cotes, ils sont là. Je vous lance une petite primeur. Normalement, les comités d'admission en ergothérapie et en physiothérapie ne communiquaient pas aucun résultat. Quand l'admission se faisait, disaient, ben, écoutez, combien vous avez eu dans votre test Casper, combien vous avez eu dans votre cote de rendement universitaire ou dans votre... Ben, c'est sûr que la cote de rendement collégiale, les gens la connaissent avec les outils, là, mais on ne communique pas. Là, si la tendance se maintient, cette année, les comités d'admission vont communiquer la cote de rendement universitaire qui a été calculée. Par contre, pour le résultat Casper, ça, ce n'est pas nous qui gérons ça, c'est vraiment la compagnie Casper et on ne peut pas divulguer parce que de toute manière, c'est des chiffres un peu bizarres, là. Alors, on ne peut pas divulguer l'information. Mais si ça continue comme ça, quand l'admission va être terminée, on va communiquer vraiment comme telle l'information. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Moi, j'aurais une question. Oui. Si par exemple que je suis sur la liste d'attente en physiothérapie, mais que j'ai été acceptée soit en ergo ou soit en kiné, mais que j'ai accepté par exemple d'aller dans ergo, puis que finalement, un peu plus tard, je vois que la liste d'attente, ben, que j'ai été acceptée finalement en physio. Oui. Est-ce que je peux changer ergo à physio? Excellente question et la réponse est oui, tout à fait. La première offre d'admission que vous recevez, vous dites oui, si bien entendu vous le souhaitez, mais vous dites oui, vous répondez. Et si vous attendez toujours un autre programme, que ce soit à l'Université Laval ou ailleurs, ça va, vous attendez. Et si vous avez le second oui, ben vous répondez à ce moment-là. Si c'est ailleurs, vous répondrez oui, mais vous aurez simplement qu'à nous écrire et dire « Est-ce que je peux retirer mon offre d'admission, ma réponse, parce que j'ai été admis ailleurs? » Et nous, on fait fermer votre dossier tout simplement. Si c'est pour être admis à l'Université Laval dans un autre programme, mais que le premier programme, vous avez déjà inscrit, par exemple. On est à la mi-août, puis vous étiez déjà inscrit et tout. Puis là, vous recevez une offre en physiothérapie, puis là, ben, vous voulez dire oui, mais vous n'êtes pas capable parce que vous êtes déjà très actif dans le premier programme. Ben, vous contactez le premier programme et vous dites, pouvez-vous retirer mes cours, toutes mes choses et fermer mon programme parce que je veux dire oui à mon deuxième. Alors, chaque programme est vraiment distinct, séparé. Vous ne vous nuisez pas si vous dites oui à un, puis que finalement, c'est le deuxième que vous voulez avoir, puis vous avez votre réponse par après. Parfait. Merci. C'est bon? Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que lorsqu'on commence le programme en automne, quelqu'un qui sort du collégial, qui a obtenu un diplôme collégien et quelqu'un qui a fait une année universitaire, on aura quand même le même programme, il n'y a rien qui change. Vous avez le même programme. Alors, c'est sûr que à certains niveaux, supposons que vous êtes assis dans le cadre du programme en physiothérapie, pour dire quelque chose, et que vous avez le cours d'anatomie, mais qu'à côté de vous, vous sortez du collégial. Alors, vous n'avez jamais fait de cours d'anatomie précis ou des choses comme ça. Mais votre collègue d'à côté a fait le programme en kinésiologie et a eu l'occasion de faire des cours d'anatomie ou d'être initié minimalement à l'anatomie. Ben, c'est sûr et certain que ça se peut que vous ne soyez pas toujours au même niveau,
Mais c'est pour ça aussi qu'il y a énormément de travaux, de groupes, de collaboration et d'entraide qui va se faire pour faire en sorte de dire bien, comment est-ce que tout le monde, ensemble, on peut en arriver puis acquérir vraiment les choses. Alors, le programme, il est fait comme ça. On n'a pas le choix. Là. On le sait qu'on a à peu près 50-50 dans notre contingent. Donc, on a des gens en changement de programme, puis on a des gens qui sont en début de parcours. D'accord, merci. Et juste, est-ce que vous avez un nombre de places limité pour les Français, par exemple, chaque année? Pour les étudiants qui proviennent de l'étranger puis qui ont juste leurs études à l'extérieur, je vous dirais que pas particulièrement. Ça va vraiment en fonction de la liste d'excellence. Alors, si quelqu'un, comme là maintenant, ben, si quelqu'un arrive et n'a que son baccalauréat d'Europe, là, vraiment, qui est fait, alors la personne est considérée comme un collégien. Alors, elle va être comparée aux collégiens. Si la personne a fait des études dans le cadre d'un programme de licence, alors cette personne-là va avoir des études universitaires, donc elle va elle va devoir avoir au moins 60 crédits pour l'admission 2022 et elle va être comparée parmi les universitaires. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, Oui, Thomas? C'est une question, c'est pas la réponse, mais est-ce que tu sais si les étudiants soignants sont rémunérés? Les étudiants soignants ne sont pas rémunérés. Non. OK. Merci. Quand vous faites partie du... Oui, j'avais une question? Désolée de vous couper. Oh, c'est pas grave. Dernière petite question. Si par exemple que j'ai fini puis j'ai eu mon DEC, mais en ce moment, je suis en session off, puis je rentre en automne. J'ai vu que je ne suis pas en ce moment au cégep, puis que je ne suis pas à l'école en ce moment, il fallait mon certificat de naissance. Oui. Mais ils ne me l'ont pas demandé pendant mon admission. Est-ce que je vais recevoir sur mon portail une demande de ce document-là ou j'en ai pas besoin vu que j'ai déjà mon DEC? Puis tout? Normalement, tous les documents qui sont requis ou qui sont nécessaires, vous les avez dans votre portail, on va vous demander. Si on vous demande, quand on vient du collégial, bien entendu que ça vient de la CREPUC, puis bon, et tout ça, les diplômes, puis les résultats comme tels. Donc, c'est les universités qui vont chercher ces informations-là. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de fournir un relevé officiel. Mais pour le concept de relevé de certificat de naissance, s'il y a lieu d'avoir un certificat de naissance, vous allez l'avoir effectivement sur votre portail, ça va être mentionné. Si ce n'est pas mentionné, ou absolument pas, ben c'est sûr que vous avez toujours la liberté de contacter le bureau du registraire ou l'adresse admission, puis nous, on vous redirigera vers le bureau du registraire, mais normalement, toute l'information va vraiment être indiquée à cet endroit-là. OK. Puis si, par exemple, ils me le demandent après le 1er mars, il n'y a aucun rapport, ça, c'est juste non. OK. C'est vraiment... parce qu'oubliez pas que quand vous êtes admis dans le cadre d'un programme, vous êtes admis, mais souvent de manière conditionnelle. Et la condition, ben, c'est d'avoir réussi tous les préalables, par exemple. Fait que supposons que votre fameux cours de chimie que vous allez faire cet été, là, vous ne l'avez pas. Puis quand vous allez dans votre portail, on va vous indiquer qu'il faut faire le cours de chimie 202. Puis vous savez que vous ne l'avez pas, vous allez le faire cet été. Donc, vous allez être admis conditionnellement. Mais quand vous allez faire la preuve de l'obtention et de la réussite du fameux cours de chimie, ça va être coché, puis là, vous allez tomber dans du définitif au niveau de l'admission. Parfait. Merci beaucoup. Et je veux vous dire que l'admission dans le cadre de nos programmes, c'est pas nécessairement facile. Puis oui, il y a des fois qu'il faut qu'on s'essaie un petit peu plus souvent. Puis bon, mais en même temps, une fois que vous êtes admis dans le cadre de nos programmes, on va vraiment... on égale beaucoup la direction de programme, mais Thomas et moi, ça fait partie de notre travail de vous aider, de vous supporter, de vous guider dans votre cheminement. Alors, tout au long de votre formation, si pour une raison quelconque, vous êtes débordé, ça ne fonctionne pas, votre méthode d'étude n'est pas bonne, il y a quelque chose qui ne va pas,
ben nous, on travaille beaucoup en prévention, puis on va vous aider à dire comment on peut enligner les choses, peut-être trouver un programme de mentorat, peu importe, mais vraiment s'organiser pour que vous vouliez vous voulez être ergothérapeute, ben vous allez être ergothérapeute. Vous voulez être physio, vous allez être physio. Fait que ça, on vous fait vraiment la promesse là-dessus. Je finirai peut-être en vous disant au niveau de la quantité de dossiers vraiment comme tel qu'on reçoit. C'est difficile pour nous actuellement de vous dire le nombre total parce que vous comprendrez que pour nos collégiens, ben, on n'a même pas encore fini, c'est le 1er mars. Alors, on va recevoir encore d'autres dossiers de candidature, mais de manière générale, si j'englobe un peu, là, je vous dirais qu'on a autour de 1000 dossiers pour la physiothérapie annuellement. Et en ergothérapie, on est autour de 350 à 400 demandes annuellement. Alors, la sélection se fait à travers tout ça. Le prorata en fonction des contingents se fait à travers tout ça. Et en bout de ligne, comme nous sommes contingentés, c'est un total de 100 personnes qui sont admises. Ça nous prend un minimum de 100 personnes qui intègrent le programme, puis on est capable de pouvoir combler ces places-là. Y a-t-il autre... Oui, moi j'aurais une dernière petite question. Oui. En fait, donc je suis la maman d'Andrea, donc on est en France. Oui. Et justement, elle est, donc, comme elle vous expliquait tout à l'heure, universitaire. Mais oui, quand nous, on s'est quand même inscrit sur le site, oui, à aucun moment, on a été bloqué. Du moment où on était universitaire, qu'on a rempli le questionnaire, on aurait dû dire, ben, vous n'étiez pas admis d'office. Tandis que là, du coup, nous, on a payé les frais d'inscription. Je suis désolée, voilà. Et du coup, bah, par la même occasion, elle s'est inscrite aussi à Casper et on a aussi payé. Et du coup, bah, en fait, à la conclusion, ça ne sert à rien. Mais en même temps, moi, je vous dirais, pour l'instant, j'aime mieux pas me prononcer parce que peut-être que ça ne sert pas à rien. Moi, c'est quand ça va être l'analyse, c'est extrêmement difficile. Il faut comprendre qu'un système informatique, surtout quand on a des relevés de notes ou des diplômes ou des choses qui viennent de l'étranger, pour un système de reconnaître tout de suite sur le champ que oui, ça c'est du collégial, ça c'est de l'université, ça c'est telle chose. Alors c'est pour ça que le système est fait pour ouvrir plus de portes et quand l'analyse se fait, ben là, ça va être vraiment les gens qui font l'analyse qui vont pouvoir dire malheureusement, il est trop tard ou en effet, la personne, il n'est pas trop tard et c'est de manière, c'est correct parce que la formation qui est faite, quand on la traduit en québécois, permettez-moi un peu l'expression, mais on la traduit en québécois, ben ça correspond par exemple à du collégial et ça fait en sorte que le 1er mars est toujours valide. Comprenez un peu le... Oui, oui, en fait, on a déjà reçu le refus. Ah, vous avez déjà reçu? OK. Oui, ouais. Ben, ouais, effectivement. Alors ça, c'est lorsque la première analyse s'est faite. Ouais. On n'a même pas transmis les relevés de notes, ni rien du tout, en fait. Ouais. Alors, c'est pour ça que ça revient à ce que je vous disais au début. Si vous avez des doutes sur je suis collégial, moi, je suis universitaire, je suis-tu avant le 1er novembre? Déposez votre dossier de candidature avant le 1er novembre, puis faites votre test Casper avant le mois de novembre. Ça va au courant de l'automne, là, au courant du mois de septembre, octobre, faites votre test Casper. Comme ça, que vous soyez dans la catégorie universitaire ou dans la catégorie collégiale, vous n'aurez pas de problème, vous n'aurez pas de souci parce que vous allez être arrivé à temps. Tandis que quand on dépose plus tard, mais qu'on était dans la catégorie qu'il fallait déposer avant, c'est là qu'ils nous disent malheureusement, ça ne fonctionne pas. Yeah. C'est malheureux. OK. Merci. Désolée. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'ai une question.
Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Dans le fond, je sais que les cours compensateurs et toute liste, ça ne compte pas, mais est-ce que vous avez un seuil minimum de cotes à obtenir dans ce cours? Je sais que dans certains programmes, comme en génie mécanique, il faut qu'il y ait un minimum, genre 2 ou quelque chose. Non, vous, c'est en autant que le préalable est acquis, c'est correct? Tout à fait. Tout à fait. Si vous faites votre préalable dans le cadre, moi, c'est même pas vrai ce que je vous dis là. Dans le fond, quand si vous faites votre préalable dans le cadre de votre programme au collégial, par exemple, parce que vous êtes en sciences de la nature, pour dire quelque chose, ben c'est sûr que c'est important que vous ayez un excellent résultat parce que ça va être votre cote de rendement collégial qui va être pris en compte. Mais si vous êtes universitaire en changement de programme et que vous êtes actuellement en biologie, je dis comme ça, vous êtes en biologie, mais que vous allez chercher un cours de physique. Mais le cours de physique, vous le prenez via les cours compensateurs, mais toujours en étant dans votre programme en biologie. Là. Mais vous allez chercher un cours de niveau collégial. Ce cours-là, il ne sera pas contributoire à votre programme, puis il ne sera pas contributoire non plus à votre cote de rendement universitaire. Il n'y aura pas parce que c'est un cours de niveau collégial. C'est vraiment comme autre chose. On voit rarement ça, mais si jamais ça arrive, alors ce qui fait que là, le résultat, il est comme moins important un peu. Fait que dans le fond, vous faites juste regarder si les préalables sont respectés, passés, c'est réussi en fait à l'université ou au collégial. Tout Parce à que moi, fait. je suis en sciences du langage, je voudrais m'en aller en ergothérapie parce que oui. c'est le volet psychologie et médical qui m'intéresse. Mais j'ai tout fait des cours dans le fond. Je pense que moi, j'ai tout acquis. Puis je me demandais s'il y avait une cote minimum. C'est sûr, j'avais pas des notes de passage non plus forcément, mais c'est pas 90 partout non plus. Là. Fait que vous ne regardez pas. OK. Non, absolument pas. Puis c'est pour ça que quand on reprend mon exemple de tout à l'heure, votre fameux cours de chimie là, que vous voulez faire cet été avant de pouvoir rentrer dans le programme, ben, c'est parce que si vous avez été admis puis vous dites, ben là, c'est le fun, j'ai admis, mais il me manque mon cours de chimie, il faut vraiment que j'aille le faire. Même si vous avez un D+, par exemple, ben, vous l'avez réussi, vous l'avez réussi. Peu importe le résultat, vous l'avez eu, puis c'est parfait. Puis j'imagine que ces cours-là n'ont pas d'expiration dans le sens que, ben, ça ne sera peut-être pas mon cas, mais il y a quelqu'un qui a fait un cours de chimie, je ne sais pas, moi, au cégep, il y a 8 ans. Est-ce que il faut qu'elle leur fasse? Ça, il peut y avoir. Ça, il peut y avoir. Okay. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Normalement, on est dans un... Thomas, je me souviens plus par cœur, mais je pense que si on est dans le 5 ans, nous, on est dans le 8 ans pour les préalables. En tout cas, quelque chose comme ça. C'est indiqué sur nos sites Internet, je pense. Mais, oui, je pense que c'est 8 ans. Ça se peut, je pense que c'est 8 ans aussi, mais en même temps, quand quelqu'un, le comité d'admission va aussi des fois utiliser de jugement si la personne, elle a fait ses préalables, mais qu'après, elle a travaillé dans un laboratoire de chimie pour dire quelque chose. Puis ben, c'est sûr qu'ils vont peut-être dire ben, la chimie, elle a quand même des connaissances de base, là, parce qu'après, sa scolarité, elle est allée travailler dans un secteur de la chimie. Alors, on ne lui fera pas refaire son cours. Alors, c'est pour ça que ça va prendre, à ce moment-là, ça va être du cas par cas. Okay. Exact. D'autres questions? Oui, Thomas? Oui, il y a quelqu'un qui voulait savoir c'était quoi exactement. Donc, il voulait juste avoir plus de précision sur comment un diplôme de l'extérieur du Canada était comme évalué en termes d'admissibilité. Quand on a un diplôme qui vient de l'extérieur du Canada, ben, encore une fois, nous, notre travail, c'est vraiment de voir quels sont les comparables avec le Québec. Alors, c'est de regarder, puis en fonction de l'intitulé des diplômes et de l'organisation aussi des relevés de notes, on a plein de guides, là, plein de manières comme telles. Alors, on va vraiment transformer avec nos différents outils tous ces calculs-là pour faire en sorte que ça devienne soit une cote de rendement collégiale ou encore une cote de rendement
universitaire. Si je prends l'exemple de l'Europe, on sait qu'en Europe, souvent les résultats scolaires vont être sur 20. Ici au Québec, on n'est pas sur 20. Alors, ce qui fait que des gens qui vont dire, oui, mais ça prend combien sur 20 pour être bon, là? Est-ce que ça me prend 18 sur 20 ou est-ce que si j'ai 11 sur 20, je suis correct là, dans mes résultats? Alors, ce qui fait en sorte que dans les outils que nous possédons, on a vraiment des choses institutionnelles, là, mais vraiment qui existent et qui permettent d'intégrer la moyenne de quelqu'un sur 20 ou de la calculer vraiment comme telle et de pouvoir dire, dans notre système à nous, ça correspond à combien sur 4,33 par exemple, qui est la moyenne universitaire de l'Université Laval. Merci pour la précision. J'espère que ça vous aide. Dans le fond, toute l'information qui est communiquée aujourd'hui, on essaie autant que possible de vous démystifier le tout. Puis on veut simplement vous rappeler que nous, on demeure présents. Nous, vraiment Thomas et moi, puis l'équipe aussi qui travaille au niveau du volet de la gestion des études. Peut-être qu'il peut vous venir certaines questions un peu plus tard. Ou n'hésitez pas, là, vous avez vraiment l'adresse courriel admission.rea@fmed.ulaval.ca. Vous pouvez très bien nous écrire. Sinon, on demeure en ligne, nous, jusqu'à 15h30. Alors, vous pourrez aussi venir nous voir comme tel. J'ai une autre question. Jessica. Oui. En fait, j'avais des questions concernant le programme de physiothérapie en tant que tel et non l'admission. Est-ce que c'est à vous que je m'adresse? Oui, vous pouvez toujours, puis je vais pouvoir vous donner des idées. Oui. OK. Premièrement, j'ai remarqué que le programme se donnait en 4 ans et demi, là, le bac et la maîtrise. Je sais qu'à l'Université Sherbrooke, le programme se donne en 4 ans. Est-ce que vous avez une idée pour laquelle c'est comme ça? C'est vraiment... chaque université, c'est sûr que ce qui guide et chapeaute chacun des programmes au Québec, c'est vraiment le concept des ordres professionnels et des agréments aussi. Tous les programmes, les processus d'agrément canadiens pour faire en sorte qu'il y ait une conformité, qu'il y ait des nombres d'heures de stage vraiment très précis dans les programmes et tout. Alors, comment après les universités organisent leur cursus pour que ça se donne sur 4 ans, 4 ans et demi, 4,5 ans, peu importe. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais à l'Université Laval, quand on regarde nos programmes, puis là, je vais parler pour physiothérapie, mais ergothérapie, c'est le même type de concept. Quand on est au niveau du baccalauréat, la première année, c'est vraiment une année davantage de sciences fondamentales. Alors, où on va voir, oui, des concepts d'anatomie, mais de manière très macroscopique, qu'est-ce que c'est que la profession, qu'est-ce que c'est que le musculo-squelettique, qu'est-ce que c'est que la neurologie dans le corps humain et tout. Alors, ça va être vraiment plus cette structure-là de base. Quand on arrive dans la deuxième année, c'est vraiment l'année de mes puristes, comme je le disais tout à l'heure. Alors, les gens qui sont purement physio ou qui sont purement ergo, souvent, wow, c'est l'année géniale. Parce que c'est là que les cours principaux pour devenir ce professionnel de la santé vont vraiment être acquis. Alors, quelle est la démarche clinique? Quel type de problématique est-ce qu'on rencontre? Comment est-ce qu'on intervient pour être en mesure de pouvoir réussir telle chose? Et fait que c'est à cet endroit-là pour qu'en troisième année, c'est surtout l'année des stages et l'année des domaines un peu plus spécifiques pour des clientèles très particulières ou des données comme ça, mais beaucoup au niveau des stages. Puis quand on arrive dans le concept de la maîtrise, il y a un niveau de difficulté additionnel, mais la maîtrise amène surtout dans un volet de multi-problématiques.
Alors, de dire tout ce qu'on a vu au niveau du baccalauréat, qui des fois est un peu plus des choses isolées, bien là, on a quelqu'un qui va venir nous voir et qui va dire j'ai mal au coude, mais en même temps, ça me fait bouger de la hanche, puis ça fait en sorte que j'ai mal là. Puis en plus, ben, comme je suis tombée, ben, je me suis fait mal à la cheville. Donc là, est-ce que la cheville, puis ma hanche, puis mon coude, est-ce que tout ça pourrait être lié sans que je le sache? Est-ce qu'il pourrait y avoir des... Alors, ça va être ça, beaucoup au niveau de la maîtrise et le tout agrémenté avec énormément d'heures de stage pour pouvoir en arriver et dire ben, à la fin de cette formation-là, ben, les gens sont capables de faire ce travail-là sans problème. J'aurais d'autres questions aussi. Oui. Ben, c'est ça, j'essaie de faire un choix là, entre deux universités. Ouais. Donc, l'Université Laval est vraiment la meilleure, là, mais bon. Oui. Je me demandais comment est-ce que les cours étaient répartis à travers les sessions. Ben, pour savoir exactement comment les cours sont répartis, là, moi, je vais vous inviter à... Parce que là, on les a comme pas les outils, mais peut-être à nous écrire sur l'adresse de courriel, là, puis on pourrait vous envoyer une espèce de tableau de programme, dans le fond. La première année, quels sont les cours, la deuxième année, la troisième année. Fait que vous pourriez voir de manière plus précise qu'est-ce qu'il y en est. Mais c'est sûr et certain que, je dirais un peu, l'avantage, des fois, de l'Université Laval qu'on peut avoir, ben, ou peut-être plus, au lieu de l'avantage, je dirais plus les caractéristiques. Je vous dirais que l'ensemble du corps enseignant, que ce soit des gens qui sont professeurs ou qui sont chargés d'enseignement, ce sont des professionnels. Plusieurs sont à mi-temps à l'université puis à mi-temps dans les milieux cliniques. Et qui sont constamment à l'affût de ce qui se fait tout le temps de plus récent, de plus nouveau, de plus... Alors, il y a énormément de collaborateurs qui viennent aussi dans le cadre de nos cours. Quelqu'un qui est spécialisé au niveau du coude, puis qui fait uniquement des blessures à ce niveau-là, ben, va faire en sorte qu'elle va venir peut-être donner une portion de cours ou un cours de 3 heures spécialement sur ce volet-là. Alors, ça permet de toujours être vraiment à l'avant-garde de ce qui va se faire. Quand je prends juste la première année, souvent, ce qu'on va se faire dire, ne serait-ce que le laboratoire d'anatomie. Le laboratoire d'anatomie, on travaille sur des vrais cadavres. Alors, ce qui fait que le corps humain, c'est le vrai corps humain qui est là et qui est présent. Donc, comment bien le connaître et dans tout ce qu'il est, dans sa complexité. Alors, ça fait partie aussi comme tel des éléments. Puis, je vous dirais aussi que les programmes sont toujours beaucoup à l'écoute des milieux cliniques. Comme il y a énormément de stages, ben, on est capable aussi de savoir est-ce qu'il y a des lacunes que nos stagiaires n'ont pas, puis si ça fait en sorte de dire, ah ben, je ne sais pas, moi, mettons, la clientèle des personnes âgées, là, c'était un peu plus difficile, ben, on va mettre un cours en lien avec les personnes âgées, puis on va aller développer vraiment ce concept-là. Fait qu'il y a une proactivité qui est extrêmement présente. Alors, c'est sûr que vous allez peut-être dire que je prêche pour ma paroisse, mais en même temps, j'essaie de le dire de manière très objective en fonction de commentaires qu'on reçoit. Puis, entre autres, en physiothérapie, souvent, ce qu'on va se faire dire, c'est que dans les stages de 3e année, les milieux cliniques, des fois, nous disent on a l'impression d'avoir des gens qui sont à la maîtrise première année. Tellement la formation a été bien faite et elle a été poussée comme si on avait vraiment donc... Alors, c'est ça que j'aurais à vous dire. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Parce que vous allez choisir l'Université Laval. Oui. Aucune pression. Aucune pression. Je me demandais aussi, je sais qu'à l'Université de Sherbrooke, ils mettent de l'avant un type d'apprentissage par problème. Oui.
est-ce que c'est quelque chose qui se fait à l'Université Laval? Ben oui, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est comme ça qu'on va vraiment appeler la situation, mais c'est sûr que dans le cadre de notre formation, on a le centre apprentisse qu'on appelle, qui est vraiment une espèce de gros laboratoire géant où on reçoit même à l'intérieur de ce volet-là, on a une portion qui est la clientèle de la clinique universitaire, donc qui permet à de vrais patients qui ont des vraies problématiques de venir aussi nous rencontrer et nous voir et de mettre en pratique des choses et des situations. Il y a énormément de travaux d'équipe également. Alors, tout le concept de pratique est de dire, bon, OK, nous autres, là, on a telle problématique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis comment on organise? Ben, ça fait partie également au niveau de... Le programme est un programme par compétences. Alors, ce qui fait que ce n'est pas juste de dire, ben, je réussis mon cours. C'est de dire quelles sont les compétences en termes de travail d'équipe, en termes d'érudition, en termes de je ne sais pas moi, compléter les dossiers. Pour ce cours-là, quelles sont les compétences que j'ai réussi à acquérir pour être capable de pouvoir bien faire la suite des choses. J'aurais encore des questions, mais je n'ai pas envie de monopoliser pour tout le monde. Là, fait que je sais pas s'il y a ce que je vous propose peut-être, c'est peut-être que vous pourriez continuer, ben, en tout cas, éventuellement par écrit, vous pourriez peut-être continuer avec mon collègue Thomas sans aucun problème. Hein, ça peut se poursuivre comme par la suite. Je veux juste savoir, est-ce que j'ai d'autres questions? C'est clair? Excellent, merveilleux. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tous les deux ou comment vous voulez qu'on procède? Thomas, tu veux... on fait un chat? Veux-tu que... Mais il peut toujours nous contacter sur Zendesk si jamais. Oui. Ouais. Est-ce que, dans le fond, je vais vous proposer d'aller sur la plateforme des portes ouvertes, dans le fond, et de dire que vous voulez parler avec Thomas, puis à notre collègue là, qui reçoit les contacts, puis Thomas, il va poursuivre la conversation avec vous sans aucun problème. Excellent. Ben, merci beaucoup tout le monde. J'espère que ça a bien répondu. N'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, ça va nous faire grandement plaisir.